Bonjour, je souhaitais vous présenter une composition sur l'iPhone dans la thématique de géographie sur la mondialisation en tant que produit mondialisé. Alors j'ai repris des éléments qu'on pouvait trouver sur l'entreprise Apple, j'ai repris des éléments du cours qu'on a travaillé, et aussi des petites précisions pour voir comment on pourrait faire une composition sur cette thématique-là précise. Alors, un sujet qui peut tomber pourrait justement valoriser une carte. D'accord, on vous donne une carte, un produit mondialisé. Bon, là, la plus intéressante, celle que j'ai trouvée, portée sur le téléphone portable en général, mais quand même très centrée sur l'entreprise Apple. D'accord, comme on le voit ici à peu près, siège social Apple, fabricant de composants, autres sièges sociaux des fabricants de téléphones mobiles. Ça, c'est plus pour signaler Samsung, LG, les grands leaders mondiaux. Et ce qui nous intéresse le plus, ce sont plutôt justement les aspects ici, par exemple des marchés, encore le marché brésilien, le marché chinois qui se développe en tant que marché en développement, les marchés des pays développés, et là d'ailleurs on voit que la carte oublie nettement quand même le Japon et la Corée, hein, qui sont pas seulement des producteurs mais aussi des marchés développés. Alors quand on a soi-même à faire un schéma rapide, comme on peut essayer de s'entraîner en classe, il faut certainement pas oublier justement à la fois ces marchés, les nouveaux marchés qui émergent et les pôles émetteurs qui produisent le téléphone, donc là la Californie, d'autres pôles secondaires là, qui contribuent à la fabrication justement de ces téléphones en Europe occidentale et en Asie. Donc on avait vu aussi que Singapour pouvait être inclus dans les échanges. Et voilà en gros justement le type de carte que on peut présenter. Et alors vous pouvez travailler sur des petits schémas qui résument ça au niveau justement d'une composition, comment les insérer dedans et comment faire un commentaire rapide de tout ça. Alors la présentation du document, là c'est dans le cas où vous auriez justement une carte. C'est assez simple, le document proposé porte sur un produit phare de la mondialisation. On essaie de trouver une phrase qui rappelle justement la thématique générale de cette partie-là du cours de géographie, qui va être très centré sur la mondialisation. L'iPhone, qui a 10 ans de mise au point, est développé par une firme transnationale Apple, qui permet justement d'observer la mondialisation à travers sa production et sa commercialisation. C'est surtout pour ça que l'iPhone est intéressant pour les géographes et pour vous. Je vous ai mis présenter la source de la carte, c'est également important si c'est figuré. Là, c'était pas figuré dans la carte que j'avais trouvée, mais c'est pas excessivement important. Alors, l'organisation spatiale de la production et de la commercialisation, ça c'est pour vous permettre de travailler dessus. Et on avance très rapidement une problématique simple. On fait une analyse justement de la production de l'iPhone qui doit démontrer en quoi c'est un produit mondialisé et qu'est-ce qui fait la mondialisation à travers ce produit. Alors, on présente d'abord un processus de fabrication, puis les acteurs économiques et les réseaux de transport. Si vous voulez, là l'idée c'est comment c'est construit aujourd'hui et pourquoi c'est un produit qui est partagé entre de multiples lieux de fabrication, pays et entreprises. Les acteurs économiques qui sont dans cette mondialisation, qui gravitent autour des produits high-tech comme le téléphone. C'est pour ça qu'il faut faire mention du caractère spécifique de cette firme qui est justement Apple. Donc là on a une firme transnationale américaine, dont le siège, là ici je reprends une des diapos du cours, et à Santa Clara en Californie. Il faut peut-être faire un rappel rapide sur la Silicon Valley, sur ce que ça implique comme pôle de production et de recherche mondiale spécifique. D'accord.
Donc ici, vous avez la conception de l'iPhone et le monopole d'une entreprise d'ailleurs qui défend chèrement ses brevets, hein, qui se bat assez fréquemment avec Samsung sur la réalité ou pas justement du développement d'une technologie avant l'autre. Et elle est située à un endroit bien précis du monde. On trouve la direction de l'entreprise, mais surtout les activités de recherche avec les centaines de milliers d'ingénieurs dont je vous ai parlé, qui pour beaucoup sont des immigrés indiens, chinois, qui sont quand même majoritaires, mais aussi qui viennent d'Europe, d'un peu partout dans le monde. Alors, la fabrication du produit, par contre, elle va mobiliser elle aussi des produits qui viennent d'un peu partout. Des métaux rares, coltan, étain, qui viennent pour la plupart d'Afrique centrale, d'Australie ou du Canada, des fournisseurs de composants allemands, asiatiques et un pays atelier qui est la Chine. C'est ça que je vais vous rappeler d'ailleurs assez rapidement, une petite aparté là sur les dérives qu'on a pu relever dans la sous-traitance d'Apple chez Foxconn en Chine, c'est-à-dire les pressions excessives sur les ouvriers, un travail très particulier, mon travail des enfants, là c'est certainement excessif de parler de ça, on va dire, travail des jeunes adolescents, les horaires, les cadences, les accidents, le contrôle total justement de la direction sur les ouvriers qui font qu'on a un climat délétère dans l'entreprise et que Apple a aussi eu des soucis là-dessus. Cette première partie sert avant tout à situer d'une certaine manière comment l'iPhone est produit et sa spécificité. Donc je voulais remettre par exemple une des choses qu'on avait vues ensemble, qui était l'extrême partition des différents composants de l'iPhone entre de nombreuses entreprises taïwanaises, chinoises, allemandes, coréennes, américaines quand même un petit peu, hein, parce qu'Apple, on va dire, au moins conçoit ses processeurs, même s'ils les font fabriquer par d'autres, donc c'est un produit qui est un assemblage au final de composants qui viennent de toutes les grandes entreprises du secteur, avec une touche Apple supplémentaire, mais qui globalement fait que c'est un produit très spécifique de la mondialisation, qui est produit par des flux intenses qu'on peut avoir entre États-Unis, Asie, Europe. Donc on a la circulation aussi des marchandises et des composants qui rentrent dans le cadre du thème de la mondialisation qu'on étudie. Donc je le renvoie là-bas. On a au moins 6 pays différents sur 5 continents où justement on a un travail qui est effectué pour produire ce produit à la fin. Alors pourquoi une telle stratégie? C'est aussi quelque chose que vous avez à expliquer dans une composition de géographie. Pour abaisser les coûts au maximum, pour chercher les sous-traitants qui sont les moins chers, mais aussi pour diversifier parfois l'approvisionnement en matières premières ou autres. Alors la localisation des activités de conception, c'est quelque chose traditionnel des pays du Nord, que ce soit c'est la même chose pour la Corée ou le Japon. On a les ingénieurs et les chercheurs en nouvelles technologies qui sont basés dans les grands campus universitaires qui gravitent autour de ces sociétés qui sont nées, elles, à côté justement de ces universités. En Californie, c'était Stanford, qui est un peu à l'origine aussi de la Silicon Valley. Au Japon, c'est la grande université de Tokyo, et à Séoul, on a aussi un certain nombre d'universités qui travaillent avec Samsung. Alors le choix de la Chine comme pays atelier, c'est la main-d'œuvre abondante, ça c'est vrai, plutôt bon marché, mais j'avais rajouté par rapport à ce que d'autres pouvaient dire, aussi plutôt qualifiés, d'accord? Les Chinois sont aussi recherchés parce qu'ils sont capables d'assimiler un certain nombre de choses avec un bon niveau éducatif moyen par rapport à la moyenne des ouvriers asiatiques, quoi. Et les Chinois en plus ont peu de droits par rapport à d'autres aussi ouvriers dans les mêmes conditions. Le site de Shenzhen, zone franche littorale, c'est un site également très intéressant parce que collé à Hong Kong, donc à côté d'infrastructures très importantes, une région qui s'est développée par la sous-traitance à l'origine de l'industrie hongkongaise et après taïwanaise, et maintenant on a une très grande région
qu'on appelle le delta de la rivière des Perles, avec 60 millions d'habitants à peu près, qui font une bonne partie de la conception des produits qui sont consommés en Europe ou en Amérique du Nord. Alors, passer ensuite à une deuxième partie sur les multiples acteurs économiques de cette production. En premier, la firme transnationale Apple. Alors au départ je l'avais mis au pluriel parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont investis, comme on l'a vu aussi dans les divers composants que ça peut composer. On a les leaders mondiaux qui gravitent autour aussi d'Apple et qui fournissent les composants. D'accord, Texas Instruments, je pense que la puce GPS est fabriquée par un Allemand, Panasonic ou Samsung qui produisent également les composants essentiels à l'iPhone. L'iPhone, c'est un produit aussi qui naît et qui est créé grâce à plusieurs firmes transnationales auprès desquelles Apple achète les composants qui lui sont nécessaires pour fabriquer son téléphone. C'est une société très particulière aussi, c'est pour ça qu'on vous le met là en définition. C'est une entreprise sans usine. Apple conçoit, Apple fait le marketing, la publicité, Apple gère les relations avec ses sous-traitants, mais n'a pas d'usine en soi. Le risque de l'ouvrier qui fait grève, les risques sanitaires, les risques, tout type de risques ont été évacués sur le sous-traitant. Alors, du coup, il y a l'obligation aussi de critiquer parfois une carte qui ne mentionnerait pas les entreprises chinoises qui assure l'assemblage du produit fini. Alors, on avait quand même trouvé des cartes qui mentionnaient assez facilement Foxconn ou Shenzhen comme le point important. Deuxième point qui apparaît peu parfois dans les cartes et dans les documents, c'est le rôle des États. Alors là, il y a même une petite faute ici. Bon, on va l'écrire plus rapidement. Rôle des États, voilà, on fait un S très bâclé. Et on voit que les stratégies des États qui soutiennent ces entreprises n'apparaissent pas. Ça, on peut le signaler. On voit ni le soutien des Japonais ou des Coréens du Sud à leurs entreprises, ni les tentatives de la Chine justement d'accueillir toujours plus d'investissements privés ou étrangers dans les zones économiques spéciales, avec leur fameuse fiscalité importante, ni le rôle éventuel de l'État de Californie ou des États-Unis dans le soutien à leurs grandes entreprises. Il y a quand même eu des contrats de recherche, il y a un certain nombre de financements publics cachés aussi dans la recherche américaine dont on parle peu. Mais bon, là ça devient des points quand même très spécifiques. Et il est possible de faire une troisième sous-partie sur les conséquences de la production mondialisée. Et là aussi il y a une petite faute, et la critique de certains acteurs. D'accord ? On critique beaucoup la manière dont est produit cet iPhone, qui tient très peu compte de l'environnement. La Chine, est un pays extrêmement pollué, et on peut dire que les grandes firmes transnationales européennes ou nord-américaines se lavent les mains de ce type de pollution, alors que pour faire tourner leurs usines, il faut de l'électricité produite avec des usines au charbon. Donc en premier, on a un coût environnemental élevé, qui est aussi élevé d'ailleurs en Afrique, où on exploite les métaux rares, qui sont souvent impliqués à la fois dans des problèmes sociaux et des problèmes environnementaux. Vous avez des guérillas qui utilisent justement les trafics de ces métaux pour se financer, mais vous avez aussi l'utilisation parfois de produits chimiques très dangereux pour la population pour extraire ces métaux. Alors ensuite, je voulais aborder les problématiques qui sont apparues dans les usines sous-traitantes d'Apple, mais dans la mesure où certains acteurs, et c'est pour ça que j'ai estimé bon de le mettre dans le chapitre acteurs, comme les ONG et la presse, ont souhaité justement visibiliser les atteintes aux droits du travail qu'Apple peut cautionner justement dans ses usines sous-traitantes. Donc on se retrouve avec une situation particulière de la mondialisation, c'est-à-dire des travailleurs d'un pays émergent qui sont indirectement exploités par une firme transnationale. Et là aussi, d'une certaine manière, ça produit des flux, si vous voulez, des flux de critiques, des flux de vidéos, de reportages. Là, comme je vous avais montré un reportage d'envoyé spécial infiltré dans l'usine Foxconn.
ça crée un certain nombre de problèmes. Alors, en dehors de ça, quand on arrive à la troisième partie, il faut rappeler justement l'importance dans la mondialisation du transport et de la mondialisation en général des échanges par super-containers, comme on pourrait les appeler. Et donc les porte-containers se trouvent être les principaux vecteurs justement de la mondialisation, vu que ce sont eux qui transportent l'immense majorité des biens. 80% des biens qui sont échangés à l'échelle mondiale passent par ces porte-containers géants de 400 mètres de long. Donc de la taille d'un porte-avions nucléaire américain en moyenne, des bateaux qui sont assez gigantesques, mais aussi qui ont un chargement assez considérable. Donc, sans les flux, cette mondialisation n'est rien. C'est pour ça qu'il faut rappeler que les flux de composants relient les zones productrices, essentiellement les zones de la triade, Amérique du Nord, Europe occidentale, Asie, au sein de laquelle on peut considérer aujourd'hui que la Chine côtière est totalement intégrée. Alors, il n'y a pas de triade quasiment sans Chine côtière, sans son appareil industriel et même sans ces entreprises aujourd'hui qui fabriquent en grande quantité pour les Européens. On a aussi des flux justement de produits finis une fois que les smartphones sont construits entre littoral chinois et États-Unis. Et ensuite, une partie de ces flux vont être redistribués dans le monde depuis les États-Unis, dispatchés selon les besoins des Apple Store, mais surtout des opérateurs téléphoniques de la plupart des pays justement qui ont des marchés de consommation importants. Et là, on se retrouve dans un cas de figure où une partie de la marchandise est expédiée depuis les États-Unis. Alors je vous avais mis également la carte, ne mentionne pas les flux d'informations que supposent les accords commerciaux entre Apple, les fournisseurs de composants et les assembleurs, parce qu'il y a tout un tas de procédures et de liens qui existent entre Apple et les entreprises comme Foxconn, on ne peut pas faire apparaître sur une carte. Ensuite, la carte n'indiquait pas non plus les flux d'exportation de téléphones des États-Unis vers le reste du monde. Parce que, mine de rien, même s'ils sont assemblés en Chine, une bonne partie est redistribuée depuis les États-Unis, notamment vers le reste des Amériques. Alors, la commercialisation, c'est un autre thème qu'on a peu abordé en termes de géographie de la mondialisation. Il est clair qu'on ne va pas le voir beaucoup en dehors de l'iPhone, c'est-à-dire les circuits commerciaux où on vend ses produits. Le marché de l'iPhone, c'est un marché mondial, les Apple Store sont installés mondialement, même si près de 50% ils le sont aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est quand même une entreprise qui reste américaine dans son implantation, et son principal marché, ça reste quand même les États-Unis. Leur implantation planétaire, elle s'est quand même pas mal développée en Chine ces dernières années. En Europe, ça reste le Royaume-Uni quand même qui a un réseau assez important. Mais ces réseaux d'Apple Store, au final, même s'ils sont représentatifs de pas mal de choses, ils sont pas le principal vecteur de vente des iPhones. Alors, ce qui est intéressant à signaler, c'est aussi, par exemple, la spécificité de la marque Apple, le marketing, la qualité, si vous le voulez, de sa capacité à attirer les foules, à se prendre pour un produit de luxe d'une certaine manière, ce qui n'est pas vraiment. Je veux dire, qui dit luxe normalement dit produit en petite quantité. Les sacs les plus chers de chez Vuitton ne sont pas produits à 150 millions d'exemplaires, les montres Cartier à 50 000 € non plus. Donc Apple joue sur une espèce d'ambiguïté comme celle-ci, de produits exceptionnels, de marques exceptionnelles pour des gens soi-disant exceptionnels. Et c'est pour ça que je souhaitais vous mettre un petit peu la vidéo de l'ouverture de l'Apple Store de Hong Kong, enfin d'un des Apple Store de Hong Kong, où justement on voit un peu la frénésie qui gagne et toute la mise en scène du personnel voulu justement très à l'américaine par Apple.
entend le grondement des salariés de l'Apple Store. J'ai coupé là. Vous voyez, c'est très américain, pourtant on est à Hong Kong, mais d'ailleurs on remarque une partie du personnel a l'air occidental. Cette espèce de mise en scène de la joie, de la bonne humeur et surtout de l'exceptionnalité d'Apple, voilà, fait partie aussi de son succès dans le monde. Alors, ensuite, comme possible critique quand même des limites d'Apple, il y avait justement son manque d'implantation pour l'instant sur certains nouveaux marchés, en Amérique latine, en Afrique. En Inde, à ma connaissance, il n'y a que un ou deux Apple Store, c'est très peu. C'est-à-dire qu'Apple laisse un peu trop les mains libres aux géants des pays émergents qui produisent en masse des produits de basse qualité, comme Huawei. Samsung se taille une part quand même de lion dans ces pays-là, et Apple reste quand même un fabricant qui dévolue la plupart de ses produits à des classes supérieures, si vous voulez. Alors, un autre exemple d'Apple Store, c'était pour clore un peu ça, c'était justement, par exemple, un des principaux aux États-Unis, si je me souviens bien, il est à Chicago ou à New York, celui-ci. Bref, ce sont aussi des magasins qui ont des aspects esthétiques et une mise en scène architecturale très particulière, quand même, dans le monde de la vente de produits technologiques, qui font qu'on est obligé d'expliquer, en partie dans cette troisième partie de composition, que le réseau des Apple Store constitue un réseau de magasins quand même assez unique dans le monde, de par sa volonté justement de se démarquer des autres. Alors, il faut également revenir sur le choix du plan, si vous voulez. Les questions qui ont été posées étaient simples. D'accord ? C'était comment on construit l'iPhone, qui, d'une certaine manière, construit l'iPhone, et quels sont les liens et les flux entre les différents acteurs qui permettent justement de construire. Donc là, on répond globalement à la problématique en expliquant que tous ces phénomènes et ces facteurs concourent à la mondialisation. Alors pour ça que je vous mets à bien des égards, la fabrication de l'iPhone, c'est un produit qui représente en soi la mondialisation. Un réseau de distribution planétaire, des ingénieurs qui construisent le produit en Californie mais qui viennent d'un peu partout, des flux entre les sous-traitants et Apple qui sont mondiaux, et un marketing aussi qui est de plus en plus mondial. Alors, la partie intérêt critique du document, elle est plus recherchée chez les ES et les L, mais pour une copie justement de TS, c'est également important d'être capable d'expliquer ce qu'un document apporte par rapport à un autre. Alors mettre en évidence à travers justement un schéma ou un croquis les liens, ce qui relie justement les pays de la triade aux puissances émergentes, l'intrication aussi des économies, c'est-à-dire comment l'économie chinoise et l'économie américaine sont devenues très dépendantes l'une de l'autre, et une petite critique là qui peut être le rappel de l'absence de chiffres, de quantification des flux, ou qui permettrait justement de définir quels sont les flux principaux entre États-Unis et Chine, ou entre Europe et Chine, ou entre pays émergents et autres. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on peut dire sur ce type de sujet, et j'espère que vous aurez la possibilité de revenir plusieurs fois sur cette explication pour bien comprendre, parce que je sais très bien que dès qu'une vidéo dépasse 3 minutes, vous avez du mal, mais là ça peut être utile.